Orientation, conseil et lutte contre la drogue en milieu scolaire pour la promotion des Clean Schools. Voilà la thématique qui a sous-tendu la 16e édition de la Journée nationale de l'orientation scolaire qui s'est célébrée ce 19 octobre 2018. Comprendre sur 7 News, essaye de mieux davantage comprendre pour me reprendre comment fonctionne le secteur de l'orientation scolaire, quelles sont les réalités de ce côté-là, quels sont les défis et les challenges auxquels font face au quotidien les conseillers d'orientation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la dernière sortie de votre programme. Pour en parler, nous avons fait venir deux personnes ressources d'une importance capitale. D'abord, celle-là qui au quotidien abat ce travail remarquable de recevoir les élèves, essayer de comprendre leurs difficultés, ensuite leur apporter toute l'expertise qu'elle a apprise du côté de l'école normale où elle a été formée pour qu'on puisse avoir des résultats probants. Nathalie Ngouwo, j'espère que je prononce bien, vous êtes conseillère d'orientation au lycée de Ngouaikile ici à Yaoundé. Merci d'être venu sur 7 News. Bonsoir monsieur, bonsoir. C'est nous qui vous remercions pour l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui, Journée nationale de l'orientation scolaire, pour pouvoir parler et expliquer le métier de conseiller d'orientation. Il faut rappeler que c'était une très longue journée pour vous. Vous sortez d'une manifestation couplée du côté du lycée Leclerc ici à Yaoundé. C'est pour respecter vos engagements que vous êtes venu ici. Alors, une journée comme celle-ci, quand on est conseiller d'orientation, on l'a vu comment on s'est dit, ouf, la communauté éducative pense à nous? Bien sûr. Toujours, je pense que la journée de l'orientation c'est pas quelque chose de nouveau. Parce que dire ouf, la communauté pense à nous, c'est pas nouveau parce que nous sommes à la 16e édition de la Journée nationale de l'orientation. Donc c'est depuis 2003 que nous avons commencé, qu'elle a été instituée, cette Journée nationale de l'orientation. Et je pense que c'est encore une bonne opportunité pour les conseillers d'orientation de pouvoir valoriser leur métier et de pouvoir faire comprendre à toute la communauté ce que c'est que l'orientation conseil. En tout cas, vous êtes là pour nous amener à comprendre, à l'émission comprendre comment fonctionne l'orientation conseil. Lui, il est concerné également par cette journée à double titre. Premièrement parce qu'il est parent, ensuite parce qu'il est enseignant. Hervé Idogué, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir Nathalie, bonsoir téléspectateurs. Merci d'avoir invité ma personnalité dans cette émission. Je suis très content de faire comprendre dans la mesure du possible en fait un certain nombre d'éléments qui me seront ainsi en disponibilité de compréhension. Pourquoi pas. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Vous marchez toujours. C'est la Bible. C'est la Bible, effectivement. Sans la parole de Dieu, je suis convaincu qu'il n'y aura pas beaucoup de choses ici sur terre. On va comprendre à travers la parole de Dieu et votre expertise en tant que parent et enseignant d'université, comment vous orientez vos enfants et comment vous vivez le contexte d'orientation scolaire dans cet environnement. Commençons peut-être par planter le décor avec vous, Nathalie, vous qui vivez ces réalités au quotidien. Quel est l'état de lieu de l'orientation conseil aujourd'hui? Je pense que, contrairement aux années précédentes, l'orientation conseil se développe de plus en plus. Nous avons davantage de conseillers d'orientation formés à l'école normale parce qu'il faut dire que l'orientation conseil commence au Cameroun depuis les années 1945. Et c'est depuis 1982 qu'est ouverte la filière conseiller d'orientation à l'école normale supérieure de Yaoundé. Donc de plus en plus, nous avons des conseillers d'orientation dans les établissements. Et je pense que de plus en plus, les gens comprennent davantage le rôle du conseiller d'orientation. C'est vrai qu'il existe encore des difficultés, mais il y a des améliorations, non seulement dans la pratique de l'orientation, parce qu'avec les travaux des inspecteurs, nous améliorons quotidiennement la pratique de l'orientation en milieu scolaire. Hervé, est-ce que vous, en tant que parent, en tant qu'enseignant, vous avez intégré l'apport, j'ai failli dire, l'apport de ce que c'est, enfin l'apport des conseils d'orientation dans l'éducation de vos enfants, dans la formation de vos étudiants, de vos apprenants? Merci pour la question. Je crois que
Oui, dans une certaine mesure. Je dois dire que mes enfants sont dans le lycée public, déjà, il faut le dire. Donc, je ne connais pas ce qu'il y a des collèges privés. Mais dans le lycée public, où sont mes enfants, je crois que quelque part, il y a, pour ceux qui ont eu à faire le second cycle, il y a eu en fait des journées d'orientation en fait, qui ont été organisées dans le lycée et qui ont beaucoup de nos enfants. Je dois me dire ici que tout à l'heure, là, je causais avec Nathalie dans le couloir. Je lui ai fait part dans le lycée où mon fils se trouvait, en réalité, que là-bas, il y avait en fait, il y avait pratiquement un mailing listing des parents relativement à l'orientation de leurs enfants. Nous étions informés de ce que pouvaient faire nos enfants. Je crois qu'il y a quand même quelque part un certain nombre d'efforts qu'il faut souligner qui ont orienté mon enfant dans ce qu'il est aujourd'hui. Des efforts remarquables qu'il faut louer. Seulement, Nathalie, ces efforts semblent se heurter à une sorte de stigmatisation, de méconnaissance même du rôle d'un conseil d'orientation dans une institution scolaire comme un lycée, comme un CETI. Vous qui êtes professionnel en la matière, c'est quoi le rôle, en quoi consiste une journée de travail d'un conseil d'orientation? Merci pour cette question. Déjà, pour répondre à la question, je vais commencer par définir des concepts pour qu'on comprenne mieux. Allez-y. C'est pourquoi vous êtes là. D'abord, l'orientation conseil, c'est quoi? L'UNESCO définit l'orientation conseil comme étant un processus éducatif de type continu visant à aider l'élève à choisir lui-même la formation la plus appropriée en fonction de ses aptitudes, de ses goûts, de ses intérêts, et aussi à aider l'élève à résoudre ses problèmes pour son épanouissement. De ce fait, le conseiller d'orientation que nous sommes est un membre de la communauté éducative. C'est ce personnel éducatif-là dont le rôle est, d'une part, d'aider les élèves dans le choix de leur formation, de leurs études. Nous avons des conseillers d'orientation scolaire, nous avons des conseillers d'orientation universitaire et nous avons des conseillers d'orientation professionnelle. D'autre part, le rôle du conseiller d'orientation, ce n'est pas seulement celui d'orienter, d'aider à orienter l'élève, mais c'est également celui d'écouter, n'est-ce pas, l'élève, les parents, les enseignants qui rencontrent des problèmes. Il peut s'agir des problèmes personnels, des problèmes scolaires, des problèmes familiaux, des problèmes relationnels, des problèmes sociaux et même des problèmes en rapport avec leur insertion professionnelle future. Donc voilà de manière succincte le rôle du conseiller d'orientation en milieu scolaire. Hervé, donc le rôle du conseiller d'orientation étant défini, on a l'impression qu'il y a une absence, autant pour moi, de communication au sein de la communauté éducative dans laquelle vous, les parents, vous jouez un rôle central. Sinon, je se retrouverait par avec des conflits entre élèves, parents, conseillers d'orientation. Oui, en réalité, je crois que s'il y a conflit, il y a effectivement en fait conflit au niveau du manque de communication. Je crois que je disais tout à l'heure à Nathalie que c'était important qu'il y ait une plateforme, là je suis un peu en avant vers les propositions, où se trouverait en fait ce bon triangle en fait parents, élèves et puis conseil d'orientation pour causer et pouvoir en fait discuter par rapport à l'enfant qui est orienté. Je crois qu'il y a une difficulté, c'est que ce ne sont pas tous les parents en fait qui ont des enfants sans avenir en fait prémédité à défaut pré-pensé. Je crois qu'il y a des parents qui savent déjà ce que leurs enfants peuvent devenir. Cependant, ils le savent de façon en fait quelque sorte de façon vague. Mais pour les précisions et pour la concrétisation de leurs vœux, il est important d'impliquer les spécialistes comme Nathalie en vue de pouvoir avoir une vue beaucoup plus large et beaucoup plus spécialisée en fait de leurs vœux. Ça, c'est un aspect. Bon, maintenant, le problème qu'il y a, c'est que la communication n'est pas profonde entre les trois personnes. L'enfant, en l'apprenant, c'est vrai, il grandit, déjà de la maternelle, passant par le primaire,
le secondaire et puis l'université plus tard. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a en fait un jalon de personnes pour l'orienter vers un certain sens. Mais parmi ces personnes-là, il n'y a pas le parent. Voyez-vous? Par contre, le parent, chez lui à la maison, imaginez un peu, Thierry, que j'ai mon expérience à moi que le domaine médical n'est pas reporté de ma famille. J'ai 2 enfants qui ont un bac D. Vous dites que bon, avec mon autre, on va faire biologie et le reste. Moi, je vais vous dire non. Je vais investir, par exemple, pour qu'il y ait un équilibre, n'est-ce pas, professionnel dans ma famille. Je ferai que, n'est-ce pas, par tous les moyens, malgré les conseils qu'Anthony me donnerait, n'est-ce pas, que mon enfant devait par un médecin. C'est un conflit, en fait. On n'implique pas pour éclairer le parent, effectivement, que non, c'est vrai, ce sont vos désirs, mais sachez que peut-être en biologie, il peut y avoir un emprunt de la biologie médicale, par exemple, pour trouver un compromis dans le sens où l'enfant pourra bien sûr faire ce qu'il peut faire, mais en soulageant quelque part aussi les vœux des parents. Donc je crois qu'il y a un manque de communication, manque de dialogue même entre les 3 personnes. Je crois que des émissions comme celle-là devront permettre en fait à faire asseoir, rapprocher les 3 personnes avec le Nathalie veut réagir par rapport au propos de Hervé. Et je vous donne la parole avec peut-être cette question en fond. Pourquoi on a l'impression que les conseillers d'orientation semblent être refermés dans leur coquille, sont dans un bureau parfois éloigné de l'administration, ils sont presque éloignés de l'administration scolaire? Parfois, c'est l'impression qu'on a. Bon. Répondez à Hervé. Oui, je vais d'abord répondre à votre question en disant que le conseiller d'orientation n'est pas renfermé. Il n'est pas renfermé. Le conseiller d'orientation est ce personnel-là qui est à la disposition des élèves et des enseignants aussi. Parce qu'en salle de classe, parlant des activités du conseiller d'orientation, nous menons des activités en salle de classe, ce que nous appelons des sessions de formation, qui sont relatifs à des thèmes que nous développons et qui sont élaborés par le MINESEC dans ce que nous appelons le cahier des charges du conseiller d'orientation. Hormis cela, nous avons dans le bureau des services adaptés, ce qu'on appelle les activités des services adaptés. C'est-à-dire que le conseiller d'orientation peut recevoir des élèves, peut recevoir des parents d'élèves et peut également recevoir les enseignants pour des problèmes précis justement. Après cet éclairage, après, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres activités qui sont des activités administratives et de recherche. Pour ce qui est de l'éloignement du bureau, vous savez, le conseiller d'orientation, dans la mesure où il est amené à écouter les problèmes des élèves et à les aider à les résoudre, on a parfois jugé utile d'éloigner le bureau du conseiller d'orientation parce qu'on s'est dit, un enfant qui a des problèmes sérieux, un enfant qui a des problèmes peut-être familiaux, personnels, veut parfois une certaine discrétion, une certaine confidentialité. Et d'ailleurs, c'est l'un des principes d'orientation. C'est-à-dire qu'on voudrait que l'enfant ait confiance quand il va vers le conseiller d'orientation. Et c'est pour cela que lorsque nous recevons les enfants au bureau, on n'aimerait pas, en fait, il est interdit que les enseignants soient là. Parce qu'il faut une certaine confidentialité. Et c'est ce qui explique parfois l'éloignement du bureau. C'est pas qu'on voudrait être en retrait, non. Mais on veut que l'enfant ne se sente pas comme exposé quand il vient poser son problème. Parce que quand il vient, les gens vont dire, bon, lui, certainement, il a un problème. C'est pour cela qu'il va vers le bureau du conseiller d'orientation. Donc, on ne s'éloigne pas des autres, en tout cas. Maintenant, par rapport à l'intervention de M. Hervé, je dirais que la communication n'est pas totalement absente. Pourquoi? Parce que lorsque nous orientons, nous aidons à orienter, parce qu'il ne s'agit pas de l'orientation prescription, mais il s'agit d'un conseil, d'un avis que nous donnons. Nous n'imposons jamais aux élèves quoi que ce soit en ce qui concerne leur orientation scolaire. Donc, la communication est là. Quand nous passons des tests pour orienter les enfants et que nous avons nos avis à émettre, généralement, nous demandons aux enfants d'informer le parent. Mais le problème qui se pose parfois, c'est que, comme monsieur avait parlé de conflit, le conflit se pose à quel niveau? C'est que le parent, généralement, pour la plupart des cas,
a déjà, comme il a tantôt dit, une idée de ce qu'il aimerait que son enfant fasse. Et parfois, ce qui fait problème, c'est que le parent a souvent des rêves que lui-même n'a pas pu réaliser. Il veut se voir réaliser. Et il veut, n'est-ce pas, voir ses rêves se réaliser, s'accomplir à travers sa progéniture. Et là, parfois, c'est un danger. Parce qu'on oublie, en psychologie, on dit, chaque individu a une personnalité différente de l'autre. C'est-à-dire que même un parent qui fait des vrais jumeaux, ces vrais jumeaux-là ont des personnalités différentes. En tout cas, Nathalie, on va marquer la première pause de cette émission. On revient à vous pour suivre ce mouvement. Comment vous faites pour régler ce type de conflit? La première halte de cette émission Comprendre, c'est avec Calice Ngoya qui nous dresse un peu le difficile parcours de compréhension du métier spécialiste en orientation scolaire. On regarde. L'école normale est plus reconnue pour la formation des enseignants des établissements des lycées et collèges du Cameroun. Dans cette même institution, sont aussi formés une catégorie de cadres dont le rôle et la tâche sont spécifiques au sein des écoles, que sont les conseillers d'orientation. Mais qui peut aujourd'hui revêtir la casquette de conseiller d'orientation dans un contexte où très peu sont visibles. Il n'est pas de tradition, il n'est pas de coutume d'intégrer l'orientation scolaire au niveau de l'enseignement primaire. Alors que rendu au cours moyen 2, c'est la fin d'un cycle. On doit passer à un autre cycle. Donc il est important d'intégrer dans la logique de la communauté éducative que l'orientation scolaire est importante à ce niveau. En dépit de la volonté manifeste d'outiller ces hommes et femmes dans le domaine des sciences de l'éducation et de l'orientation, beaucoup peinent encore visiblement à faire usage de ces savoirs qui leur ont été transmis. Alors le conseiller d'orientation est là pour éviter les déperditions scolaires. On les informe sur les attitudes scolaires positives, sur les filières d'études existantes, sur les débouchés. C'est donc tout dire qu'être conseiller d'orientation au Cameroun nécessite une bonne formation à la base, aussi bien qu'une forte capacité à pouvoir détecter les prédispositions d'un jeune apprenant. Mais combien au milieu de ces conseillers d'orientation peuvent prétendre porter cette lourde casquette, quelque peu abandonnée et délaissée dans notre environnement? Vous voulez faire un commentaire, Nathalie, après le reportage? Oui, je vais faire un commentaire parce qu'il y a une intervention qui a attiré mon attention. Allez-y, c'est votre droit. Il y a un monsieur qui est intervenu tout à l'heure, il a dit on a besoin d'orientation au primaire. Parce qu'au CM2, l'enfant est appelé à faire un choix. C'est vrai, en orientation, il y a ce qu'on appelle des paliers d'orientation. Et le cours moyen de fait partie des paliers d'orientation. Ce sont des classes où l'élève est amené à faire un choix. Mais ce qui se passe, c'est qu'au primaire, il n'y a pas de conseiller d'orientation parce que déjà, les enseignants du primaire sont formés pour jouer justement le rôle de conseiller d'orientation. C'est pour cela que jusqu'à présent, en fait, on n'a pas trouvé nécessaire, n'est-ce pas, de mettre des conseillers d'orientation au niveau primaire. C'est pour intervenir par rapport... Maintenant, revenons à notre sujet. Comment vous faites pour régler ces petits conflits entre le parent qui veut se voir réaliser en l'enfant, pourtant l'enfant n'a pas les capacités? Justement. C'est vrai que c'est un conflit qui est perpétuel parce que le parent cherche toujours à se réaliser, à voir réaliser ses projets à travers son enfant. Moi, je me souviens, mon parent me disait souvent, j'aimerais que tu sois médecin. Bon, c'est une bonne chose. Là, c'est son rêve à lui. Mais parfois, les parents n'intègrent pas le fait que le parent a sa vie, l'enfant aussi doit faire sa vie. Nous ne refusons pas que le parent peut avoir une vision pour l'avenir de son enfant, c'est bien. Mais il ne faudrait pas que le parent se place dans cette posture de celui-là qui est le maître de la vie de l'enfant. Parce que les études, avant tout, c'est l'enfant qui va faire ses propres études. Le parent ne viendra jamais étudier à la place de l'enfant. Le parent ne viendra jamais remplacer, c'est-à-dire substituer ses aptitudes en celles de ses enfants. Pour dire quoi? Chaque enfant a ses aptitudes. Et quand le conseiller d'orientation, qui est le professionnel, qui est l'expert, si je peux dire ainsi, dans ce domaine,
donne un avis, c'est parce que l'orientation est un domaine que je dirais scientifique. Scientifique pourquoi? Parce qu'il a ses principes, elle a ses principes, pardon, je parle d'orientation, elle a ses principes, elle a ses méthodes et elle a ses outils. Parlant d'outils, nous avons des tests que nous passons aux enfants pour leur orientation. Surtout au niveau scolaire, nous avons ce qu'on appelle la batterie 3e, que nous passons aux élèves de 3e pour pouvoir mesurer leurs aptitudes. Le parent n'a pas cela. Malheureusement. Le parent n'a pas cela. Et à un moment donné, il faudrait que le parent comprenne aussi le rôle du conseiller d'orientation. Mais je te rappelle que le conseiller d'orientation émet un avis après avoir fait ce test, le corriger et l'interpréter. Et il émet son avis d'orientation qui est un avis, je dirais, objectif parce qu'il est le professionnel en la matière. Mais maintenant, la décision finale revient toujours à l'élève et je dirais aux parents parce que qui décident de la en dernier ressort. Ça tombe bien, comme la dernière décision revient aux parents et à l'élève, nous avons un parent avec nous. Hervé, comment vous faites chez vous avec vos enfants? Vous dessinez leur avenir sans leur consulter, sans tenir compte des réalités, des performances académiques, ou alors vous vous référez à la Bible comme boussole d'orientation universelle, ou encore en tant qu'enseignant, vous vous dites, bon, comme je fais partie du corps, bon, j'ai quelques aptitudes, pourquoi pas me jeter à l'eau? Je crois que c'est une panacée de tout cela. Je pense que je me réfère bien sûr à la Bible parce que l'Hébreu, il est le Proverbe 22, verset 6, qui apprend à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, ça ne tournera pas. Je crois quelque part, il y a une responsabilité profonde. Parce qu'en tout cas, si mon enfant un jour n'est pas quelqu'un, c'est d'abord moi. Elle ne sera plus là. Elle aura beau orienter, mais c'est d'abord moi. C'est pour ça aussi qu'ils sont sages, mais qu'ils sont sages, les CO, en remettant la dernière parole aux parents. Ça, c'est très intéressant. Mais ce que je veux dire par rapport à votre question, c'est que, je dis, les composantes sont multiples. En fait, de mon côté, pour dire l'enfant ira à gauche, l'enfant ira à droite. D'ailleurs, je suis en fait dans le corps, l'enseignant, ça c'est vrai, c'est un atout pour voir en quelque sorte comment l'enfant en fait peut être orienté. Mais je dois dire de façon objective que je dois, avant de décider où mon enfant ira, jeter un coup d'œil sérieux sur ces bulletins. Pour moi, c'est assez intéressant qu'aujourd'hui les bulletins soient répartis en 3 gammes. Ça veut dire qu'il y a des notes qui sont relatives aux sciences humaines, on dira en fait de langue, histoire, géographie et le reste. Il y a un groupe de notes qui est en fait relatif aux sciences fondamentales, ça veut dire que la chimie, la physique et les mathématiques. Enfin, il y a un groupe qui est autre, qu'on appelle autre dans le bulletin de la fin. C'est travail manuel, ECM et le reste. C'est assez intéressant. Pour moi, je vérifie cela de la 6e en terminale. Je vois en fait où est-ce que l'enfant peut prospérer, dans quel groupe il peut prospérer en fait le mieux. Ça veut dire que l'enfant qui a peut-être au premier coupable de les langues, qui a eu une très bonne note pendant les 7 années par exemple, je trouve judicieux de lui attribuer par exemple en fait une possibilité dans les sciences juridiques ou les sciences sociales ou en fait langue parce que voit qu'il a une aptitude en fait d'expression. Ça c'est un aspect. L'enfant par exemple qui a excellé dans la gamme du milieu, c'est-à-dire que le groupe 2 comme on l'appelle là-bas dans le bulletin, et qui en fait je me rends compte qu'il a émergé, n'est-ce pas, je me dis que lui il peut peut-être faire des sciences physiques à défaut des sciences médicales. C'est quelque part, ça veut dire que ce n'est pas par hasard qu'il ait fait 7 ans de brillance dans un domaine quand même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui. Et l'enfant qui n'a pas du tout excellé dans les 2 premiers domaines, n'est-ce pas, je dis, bon, lui, quelque part, c'est comme ce sont ses mains, le travail manuel, l'éducation physique, c'est le manuel, par exemple, qui, en principe, peut prédominer sur lui. J'essaie de voir, en quelque sorte, s'il n'y a pas des activités, en fait, à défaut des métiers, qui soient en fait compatibles manuels, que l'enfant puisse en fait exercer. Pour moi, je dis de façon glissement au bulletin, je peux dire un mot par rapport à ce que sera mon enfant. Et bien sûr, ça sera en accord avec les experts qui vont me dire ceci ou cela. Toutefois, je dirais que concrètement, je vois les notes et les notes membres. Nathalie, on va avancer. On va avancer, Nathalie, on ne va pas rester sur place, il faut qu'on avance. Alors, Nathalie, dans le prolongement de peut-être de notre émission, moi je veux savoir
Ce conflit, par exemple, avec les parents, c'est facilement gérable. Encore qu'ils ont le dernier mot sur leur progéniture, sont eux qui financent. Maintenant, comment vous faites pour gérer les autres conflits avec le corps enseignant qui ne comprend véritablement pas quel est votre rôle, pourquoi est-ce qu'on vous paye, et vous vous retrouvez, vous, les conseillers d'orientation, dans une sorte d'abandon institutionnel au Cameroun? Merci pour cette question très pertinente parce que c'est ce que nous vivons au quotidien. Le conseiller d'orientation est généralement stigmatisé. Parfois même, nos collègues enseignants ont une mauvaise image du conseiller d'orientation. C'est une réalité, en fait. Mais je ne dirais pas que tous les collègues ont cette vision-là. Il y en a qui comprennent réellement l'importance du rôle du conseiller d'orientation en milieu scolaire. Mais d'autres, ce n'est pas le cas. Maintenant, en tant que conseiller d'orientation, lors de nos concertations, et même individuellement, on se dit, pour plus de visibilité, pour plus de compréhension du domaine de l'orientation, tout commence par le conseiller d'orientation lui-même. Parce que, selon mon humble analyse, je me dis, auparavant, les conseillers d'orientation avaient l'habitude de prendre leur travail à la légère, si je peux dire ainsi. Mais je pense qu'avec le temps, et pour s'imposer, parce que pour s'imposer, il faut pouvoir bien faire son travail. Dans l'établissement dans lequel je travaille, par exemple, le bureau n'est jamais fermé. S'il est fermé, cela voudrait dire que nous sommes dans les salles de classe. Parce que nous allons dans les salles de classe pour les sessions de formation. Donc, il faut pouvoir faire preuve de sérieux dans son travail. Et en faisant preuve de sérieux et en communiquant également, parce qu'il y a des enseignants qui se demandent souvent, mais à quoi vous servez? Il faut pouvoir leur dire à quoi sert un conseiller d'orientation. Comment vous vivez ça en tant que conseiller d'orientation, Nathalie? Cette marginalisation-là, en EPS, l'EPS et le TM, minimalement, ils ont 2 heures de cours par semaine dans les salles de classe. Vous, on vous a, excusez le terme, par pitié, octroyé 1 heure. Il y a quoi? Il y a à peine 2 ans que ça a commencé. Vous êtes formé dans la même école, vous avez relativement les mêmes grades dans la fonction publique, mais à l'école, au sein de l'institution scolaire, il y a cette magie. Comment, quand on est conseiller d'orientation, on vit ça dans son corps, on vit ça dans sa chair? C'est vrai que parfois nous sommes frustrés, mais je pense qu'on ne devrait pas l'être. Parce que quand on sait ce que nous valons, parfois on balaie du revers de la main toutes les considérations des autres. Et au quotidien, comment nous vivons cela? Nous avons 1 heure d'orientation par classe, par semaine, c'est-à-dire selon la législation, le conseiller d'orientation a droit à 6 heures de cours dans les salles de classe et à 24 heures dans les bureaux, c'est-à-dire pour recevoir les autres membres de la communauté éducative en cas de problème. Ce n'est pas souvent aisé parce que quand on nous octroie, par exemple, des heures, il y a des enseignants qui arrivent, ils disent « Bon, moi j'ai occupé cette heure, c'est mon heure. » Bon, il y a souvent ces conflits. Et parfois, je me souviens une fois, nous devions passer des tests psychotechniques en 3e. Et on avait programmé passer ces tests un mercredi. Et ce jour, on devait commencer de 7h30 jusqu'à environ 12h, parce que ça prend suffisamment de temps. Et l'administration avait omis d'informer les enseignants qui devaient intervenir dans ces salles de classe. Et quand j'arrive, donc, je me rends compte, je croise l'enseignant qui devait faire cours, qui était censé faire cours. Et cet enseignant commence à lui dire, bon, monsieur, je suis désolé, mais nous devons faire les tests, passer des tests à ces enfants. Et quelle a été la réaction du monsieur, de l'enseignant? Mais à quoi je dois faire mon cours? À quoi sert l'orientation? Il n'y a même pas de coefficient, ça ne vient pas à l'examen. Je pense qu'il faudrait qu'on change de mentalité au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'une discipline n'a pas de coefficient que cette discipline n'a pas de valeur. L'orientation est importante pour les élèves. C'est entendu. Hervé, vous,
vous venez d'être interpellé là, en tant qu'enseignant d'université. Vous avez enseigné à Polytech et dans d'autres établissements. Est-ce que vous composez avec les conseillers d'orientation? Vous avez quand même la charge d'encadrer les élèves de master, de licence, parfois même ceux du niveau 1. Vous composez avec les conseillers d'orientation, vous les considérez, vous les intégrez dans votre planning en tant qu'enseignant? Je crois qu'il faut d'abord commencer par le commencement. Allez-y. Je crois qu'il n'est pas judicieux de mépriser un collègue. C'est même au point de vue déontologique une erreur. Même si c'est simplement quelqu'un qui vient pour 1 heure dans l'année, et qui n'a pas de coefficient. Il est important parce qu'il est déjà collègue et qui fait partie du corps enseignant, de le considérer comme membre, je peux le dire, comme membre physique, même de ce corps-là. Ça, c'est une grosse erreur déjà. Deuxièmement, je crois que le conseil d'orientation, étant collègue, a une place à côté de moi. Et je dois la lui donner. Et je crois que même entre ceux qui se disent en fait mieux coefficiés, il y a un mini bagarre. Entre le professeur de mathématiques en série C et le professeur d'anglais, je crois quand même qu'il n'y a pas combat. Vous comprenez ça, c'est à ce niveau-là. Si ça arrive à ce niveau, on parvient à agrandir l'échelle à ce niveau-là, ce sera un désordre absolu. De pareils cas comme ça, il faut les signaler à l'administration et pouvoir en fait... il faut que l'administration en fait dise un mot par rapport à ça et remettre les choses, les pendules à l'heure. Bon, comment moi concrètement j'aborde au système universitaire, c'est un peu différent. Nous avons, si vous pouvez lire en fait ce qu'on appelle le livre de l'étudiant, vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre d'activités que le bureau d'orientation en fait. Donc là-bas, ils sont vraiment retirés, ils ne sont pas absolument là pour venir faire des activités académiques. Là, c'est un peu différent pour le universitaire. Mais déjà, je dois dire, en parcourant encore le livre de l'étudiant, en voyant ce que font ces gens, le livre de l'étudiant, vous vous rendez compte que c'est très important. Le monde universitaire, c'est un monde très vaste. S'il n'y a pas les canalisateurs, je vous assure, il y aura des rapages. Parfois, l'enfant ne sait pas où tu verras le CC. Donc, ces gens-là, ces collègues-là, ce sont des vrais collègues, ils font un effort de canaliser, d'orienter les enfants où trouver quoi dans le grand monde universitaire. À ce niveau-là, vraiment, il n'y a même pas... C'est indéniable. Ils ont une place à côté de nous. Je crois que s'ils ne seraient pas là, le désordre augmenterait dans ce grand monde et ne pourrait pas faciliter notre travail en fin de compte. Puisqu'il faut évaluer les enfants. Imaginez un peu que 50% des enfants, c'est parce que tu vas le CC. Vous allez évaluer qui finalement. Donc leur place est là pour en fait nous faciliter en fait la tâche d'évaluation. Si la place du conseil d'orientation est importante dans le système universitaire, elle est davantage prépondérante au secondaire seulement. Depuis quelques années, voire même depuis la création de l'école, on continue de chercher avec des torches, un peu comme Platon, où se trouvent les conseillers d'orientation au lycée. Comment savoir, à l'école primaire autant pour moi, comment savoir que cet enfant doit aller faire le CETIC, ou alors l'autre ici doit suivre un cursus d'enseignement général. C'est jamais la grosse question auquel se heurtent beaucoup de parents, et comme certains enseignants, en guillemets, frustrés se sont retrouvés instituteurs par que faire, ils abandonnent généralement cette grosse responsabilité à l'enfant qui remplit, et les dégâts se font suivre plus tard. Agripine Feugueux a mené cette enquête et nous livre ce reportage sur une orientation qu'elle a baptisée perdus dans le périmètre des écoles. Ces écoliers au visage innocent rêvent de devenir des hauts cadres dans l'administration de demain. Cela devrait tout d'abord passer par le choix et l'apprentissage d'un métier. Choix dont il serait judicieux d'amorcer l'opérationnalisation au crépuscule de l'école primaire. Une énième journée sur l'orientation scolaire pose une fois de plus le problème de l'effectivité et de la disponibilité de ces enseignants dans l'encadrement des écoliers sur le terrain. Dans les écoles primaires en particulier, le bureau
des conseillers d'orientation n'existe pas comme tel. Mais les conseillers d'orientation sont invités et rendent visite, font le tour des établissements dans leur secteur. Chacun a son secteur et tu dois faire le tour des établissements de ton secteur. Or, assurer la qualité du service éducatif en implémentant une politique efficace et visible dans les écoles au Cameroun serait certainement un atout dans la formation de cette jeunesse pour laquelle reposent désormais tous les espoirs. Il ne faut pas attendre comme autrefois on orientait à partir de la classe de seconde au secondaire. Quand bien même l'enfant va choisir ou le parent, c'est l'enseignant qui doit l'accompagner dans ce choix. Une entorse donc au sein de plusieurs établissements scolaires au Cameroun qui plombe en réalité aussi bien les différents paramètres qui entrent en ligne de compte psychométrique que l'avenir même de ces milliers d'écoliers qui attendent toujours leur conseiller d'orientation. Nathalie, l'absence de la vie du conseiller d'orientation plombe beaucoup de carrières à partir de l'école primaire. Celui qui avait des prédispositions pour l'enseignement technique se retrouve au secondaire, à l'enseignement général. Parfois, ça peut le BPC qu'on a fait une seconde, c'est pas moi, G1, G2, et pour rattraper, tape 3, 4 ans. Vous ne pensez pas que à cette heure, l'heure est peut-être venue de laisser l'instituteur s'occuper uniquement de la diffusion des savoirs et que vous, qui êtes professionnels formés dans le domaine, on vous envoie aussi dans les écoles commencer le travail à la base? Merci pour cette question. Je dirais que l'orientation, comme j'ai défini tout à l'heure, donné la définition de l'UNESCO, c'est un processus éducatif de type continu. Ça veut dire quoi? L'orientation, normalement, ne commence pas au secondaire. L'orientation peut commencer dès le bas âge, c'est-à-dire quand un enfant est en maternelle, on peut commencer à l'orienter parce qu'on n'oriente pas seulement sur le plan scolaire, on n'oriente pas seulement vers un métier, mais on peut orienter également vers certaines aptitudes, c'est-à-dire développer certaines aptitudes de l'enfant. Un enfant qui peut peut-être avoir des aptitudes sportives, il peut ne pas forcément faire des études classiques, mais se développer dans ce domaine du sport. Vous voyez chez les Occidentaux, par exemple, dès le bas âge, vous voyez un enfant qui est peut-être champion international, parce que dès la base, on a pu identifier un talent chez cet enfant. Donc l'orientation commence très tôt. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au commentaire, le premier commentaire que j'ai fait par rapport au reportage, je disais, ça c'est une question que nous avions posée. Quand moi je faisais l'école normale, nous l'avions posée. Pourquoi il n'existe pas de conseiller d'orientation au niveau du primaire? Et si j'ai bonne mémoire, le monsieur Richard Okeni, qui était notre enseignant, qui est quelqu'un qui maîtrise l'orientation au Cameroun, il a d'ailleurs écrit beaucoup de documents dessus, nous a répondu et nous a dit, au primaire, il n'y a pas d'orientation parce que les enseignants du primaire dans leur formation sont formés comme des conseillers d'orientation. Donc, ils intègrent cela. Donc, c'est l'enseignant qui joue ce rôle au niveau du primaire jusqu'à présent. Peut-être avec le temps, les choses vont changer, les choses vont évoluer, mais jusqu'à présent, l'enseignant du primaire est formé pour pouvoir aider l'enfant à s'orienter, que ce soit dans l'enseignement technique, que ce soit dans l'enseignement général. Hervé Edogué, enseignant du primaire, est formé à orienter un enfant, soit dans l'univers général, soit dans l'enseignement général, soit dans l'enseignement technique. Lui qui ne dispose pas déjà, je ne vais pas dire d'assez de temps, vous qui êtes enseignant, pensez que cette proposition de créer des bureaux pour l'orientation conseil peut prospérer, ou alors on doit continuer avec cette bonne vieille méthode et par extension, vous faites comment avec vos enfants qui sont primaires? Vous donnez la latitude à l'enseignant, à l'instituteur qui a ce bagage-là, ou alors vous vous référez à la méthode que vous avez donnée tout à l'heure? Oui, de façon générale, l'orientation se fait à tous les niveaux dans la vie.
J'ai l'impression que c'est une activité qui nous accompagne de notre naissance, en fait, même du choix de l'enfant, voulait un garçon, une fille, jusqu'à la morgue. Donc, je pense que la limiter au niveau secondaire serait quelque part aussi une erreur. Peut-être qu'il va falloir différencier les choses. Il y a des enfants, dans le grand groupe primaire, il y a des enfants qui n'ont pas besoin encore d'orientation. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a des enfants qui, même déjà dès la maison, nécessitent déjà d'être spécifiés quelque part. Je crois qu'il faut détecter ce qu'on appelle les génies, à défaut les moins génies en même temps. Et ceux du milieu, on les met donc sans orientation. J'ai une expérience en Allemagne, on avait fait une école carrément où on disait que c'est l'école des hyper génies. Ça veut dire que là-bas, ce n'était qu'un lycée, il faut qu'une école où les gens avaient un grand coefficient intellectuel qui allait là-bas. Vous voyez un peu ça, et on s'est rendu compte qu'évidemment, ça marchait, mais jusqu'en première, parce qu'en terminale, il y a tout possible, et puis après l'université, on s'est rendu compte que la société n'est pas juste, puisqu'en fin de compte, aucun de ces enfants n'a eu le prix Nobel en Allemagne. Donc ça montre quelque part, il y a un autre paramètre qui est important, c'est le travail. Donc le travail, en fait, ça dépend de ce qu'on veut que l'enfant devienne, généralement. Le travail est un paramètre très important. On peut orienter quelqu'un, mais en fin de compte, c'est le former dans ce que vous l'avez orienté. Donc je crois qu'on peut essayer, dans le primaire déjà, faire en fait une sorte d'essai, n'est-ce pas, que peut-être une année ou pendant 5 ans, on voit si ça donne, on implémente quelque chose au niveau du primaire où il y a des gens, même délégués des lycées, qui viennent là et qui encadrent un certain nombre d'années, les gens, et voient si ça donnerait en fait un bon profil aux enfants plus tard. Là, c'est un essai. Mais je crois qu'on ne peut pas limiter. L'orientation. Après l'essai, donc, maintenant, on peut tendre, n'est-ce pas, puisqu'il faut comprendre, il y a un paramètre financier dans cette affaire. Parce qu'on a le premier, c'est la Chine populaire. Il va falloir beaucoup d'enseignants dans ce sens-là, n'est-ce pas, qu'il va falloir recruter. Et notre État, vous savez qu'il y a en fait absolument un aspect. En tout cas, l'essai ou alors avoir des établissements pilotes, ce sera un début quand même de la valorisation de ce noble métier qui tous les jours semble se retrouver dans l'abandon total. Nathalie, on est pratiquement déjà en train d'aller vers la fin de l'émission. Donc on va peut-être venir d'esquisser quelques pistes de solutions pour sortir votre métier. Je ne veux pas dire de la marginalisation dans laquelle il se trouve dans appelons ça comme cela, le concert scolaire, où on donne plus, même les APPS sont valorisés, puisqu'il y a la KMS, il y a les clubs, journaux, voilà pourquoi l'école finit mercredi. Vous, qu'est-ce qu'il faut faire si vous étiez demandé de faire un certain nombre de propositions pour que vous soyez respecté à votre juste valeur, pour que les parents, les enseignants et les élèves eux-mêmes aussi, parce qu'il y a un autre gros problème, une autre grosse sensibilisation qui doit être faite au niveau des élèves, plus ma foi, comprendre que vous êtes là et vous ne voulez que leur bien. Je pense que par rapport à l'orientation conseil, je me dis la visibilité de l'orientation passe d'abord par le conseiller d'orientation lui-même. Je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que le conseiller d'orientation fasse preuve de professionnalisme, qu'il soit présent à son poste de travail et qu'il mène ses activités de manière régulière. Parce que généralement, on arrive dans les établissements, on trouve le bureau du conseiller d'orientation fermé. Les gens ont souvent l'image du conseiller d'orientation qui arrive à la rentrée, il ferme son bureau et on le voit en fin d'année. Donc il faudrait que cette image cesse. Et je pense que cette image, elle est en train de cesser parce que de plus en plus, les conseillers d'orientation valorisent leur profession en milieu scolaire. Et aussi, s'agissant des autorités ou alors de l'administration scolaire elle-même, il faudrait doter les conseillers d'orientation d'un cadre propice pour travailler. J'ai fait le stage dans un établissement de la ville où il n'y avait pas de bureau pour les conseillers d'orientation. Vous consultez où? On consultait dans la cour sous l'arbre. Ouais, incroyable. Vous voyez que ça devient difficile pour un conseiller de pratiquer
son métier de manière efficace. C'est-à-dire, il n'y avait pas de bureau. Comment voulez-vous qu'un conseiller d'orientation arrive le matin et soit là pendant toute la journée? Il ne peut pas. Donc, il faudrait qu'on mette à la disposition du conseiller d'orientation les infrastructures nécessaires, les outils nécessaires. Vous avez dans des lycées où on n'a pas de tests. Il n'y a pas de tests psychotechniques. Des établissements où on vous dit il n'y a pas d'heures. Pourtant, la législation prévoit des heures d'orientation dans des salles de classe. Donc, sur ce plan, je pense qu'il faudrait que l'administration travaille dessus. Et en dernier lieu, je parlerai de la communication autour de ce métier. Tout à l'heure, nous en parlions, M. Hervé et moi, et on est convenu, on est arrivé à la conclusion que on doit suffisamment communiquer sur la profession, sur le métier de conseiller d'orientation. Beaucoup ont encore des préjugés, mais il faudrait donc avoir des plateformes comme celle-ci, les multiplier pour que l'opinion publique soit éclairée à propos du rôle de l'orientation du conseiller en milieu scolaire. Parce que, comme je le dis toujours, un enfant mal orienté, n'est-ce pas, a plus de chances d'avoir des échecs scolaires ou alors d'abandonner l'école. Donc l'orientation est le début de la réussite. Une bonne orientation, c'est le début de la réussite pour un élève ou un enfant, de manière générale. Avant de prendre les propositions de M. Hervé, on va marquer la dernière halte de cette émission. Christian Issimi s'est intéressé à un métier qui est valorisé. Il y a eu toute une communication. Il y a d'ailleurs toute une communication tout autour de ce métier à l'époque. Pour ceux qui ont un peu l'âge de M. Hervé, quand on allait à l'école, on avait une seule ambition: être enseignant, être professeur. Parce qu'ils gagnaient vachement bien leur vie dans les années 90. Voici le reportage qui s'est baptisé « La petite journée pour les enseignants ». Tout le monde s'accorde à leur reconnaître un rôle hautement important dans la société. Pourtant, leur situation professionnelle ne change pas. Année après année, les enseignants au Cameroun sont partis du statut de porte-étendard qu'ils étaient hier à celui des misérables qui sont devenus aujourd'hui. Ignorés et méprisés de tous, oubliés par le politique et piétinés par la société, ces enseignants ont toujours la craie en main, mais le cœur rempli de frustration. Comment, dans ces conditions, transmettre le savoir? Difficile à l'évidence. C'est ici dès lors que le 5 octobre, journée qui leur est consacrée, pourrait trouver sens. Hélas, non. Toutefois, ils ne l'ont jamais boudé. D'ailleurs, ont-ils le choix? L'édition de cette année, certes noyée dans la campagne présidentielle, aura connu pour sa part une participation massive de ces professionnels. En Konsamba, par exemple, personne n'aura fait l'économie de son temps pour venir rehausser l'éclat des manifestations, ici même, à la place des fêtes de la ville, en présence de la plus haute autorité du département. Les pratiques, les méthodes, les instruments et orientations retenus par notre gouvernement visent justement à faire entrer notre système d'enseignement dans la modernité et permettre en même temps à nos enseignants de pouvoir s'adapter aux réalités et surtout aux interpellations de ce monde moderne très mouvant. Des mots donc, comme ceux-ci, ont certainement été entendus de partout aujourd'hui. Conscient de cela, l'enseignant de Konsamba est sorti ce jour, non pas pour pleurnicher sur son sort, mais davantage se vanter tout haut de ce que cette société serait rien sans lui. Il est au départ et à la fin. L'enseignant plus que hier est conscient de ses responsabilités. Parce qu'au-delà du thème que nous connaissons tous, il s'agit, n'est-ce pas, d'un appel à plus d'ardeur au travail, à plus d'abnégation au travail de la part des enseignants. Les distinctions honorifiques remises à quelques-uns d'entre eux ne constituent en rien des faveurs à leur accorder, mais un mérite pour le travail accompli. Car du niveau de leur professionnalisme et de la qualité de leurs enseignements dépendra le citoyen de demain qui sortira d'un Konsamba. Un commentaire sur le papier de Christian qui ne vous a pas loupé en tant qu'enseignant? Oui, en principe, je crois que
c'est assez intéressant parce que nous parlons de l'enseignant qui est presque dans un état dérisoire depuis des années, mais dont le travail augmente tous les jours. C'est un peu contradictoire. Alors maintenant au niveau des pistes de solutions pour sortir le conseil d'orientation de son état dérisoire actuel. Oui, je crois que nous pouvons les retenir en 3 points. Le premier point consisterait en principe, comme l'a déjà la jeune collègue, à la communication entre l'enseignant et l'enseignant d'orientation, le parent, et puis malheureusement on n'a pas ici l'élève, l'apprenant. Il serait mieux qu'un apprenant soit ici et parle un peu plus de lui-même. On le fera la prochaine fois. La prochaine fois, d'accord, oui. Donc, par rapport à cela, il faut une communication sereine, une communication sérieuse, permanente. Il est important, comme disait encore la collègue, que ici nous puissions de temps en temps, pas seulement dans cette plateforme, mais aussi dans d'autres émissions, de temps en temps, en fait, avoir des entretiens comme ceci. Même au niveau de l'école, il est important que dans les journées de communication, comme ça, il y ait des exposés des apprenants, des exposés des parents et des conseillers d'orientation. Et ça, c'est important pour l'alimentation. Le deuxième point. Deuxième point, oui, très rapidement, n'est-ce pas, c'est relativement, en fait, aux activités qui sont les leurs. Je crois qu'à la formation d'avance, à l'école normale, il est important d'ajouter, il y a une plus-value d'ajouter quelque chose dans leur formation qui serait relatif à un cours d'en plus. C'est-à-dire qu'on veut conseil d'orientation plus histoire, qu'est-ce que je sache, bien plus mathématiques, qu'est-ce que je sache. À telle enseigne qu'une fois arrivé au lycée, dans l'activité, ils sont en mesure non seulement de conseiller, mais en plus de tenir un cours et d'être respecté comme celui qui tient le cours. Vous voulez qu'on ajoute un portefeuille? Oui, bien sûr, un portefeuille. Allons sur la dernière proposition. Là, je voulais intervenir parce que le conseiller d'orientation, je ne suis pas très d'accord avec ce qu'il dit, n'est pas un enseignant. C'est un conseiller d'orientation, il n'est pas enseignant. L'enseignant fera le cours de mathématiques, mais le conseiller d'orientation a sa place. Et puis, le conseiller d'orientation a des thèmes. Il fait des cours en salle de classe. Nous voulons... C'est entendu. Le dernier point, c'est relativement à la piété, le contentement. Je crois que si on m'a mis quelque part, quel que soit ce qu'on penserait de moi, je m'a placé quelque part. Et c'est lui qui m'a placé, qui c'est ma valeur. Vous comprenez? Il est important pour l'école d'orientation de balayer tout préjugé, psychologiquement d'abord, et de faire le travail comme si rien n'était autour d'eux par rapport à ces préjugés-là. Merci. Et être fier d'être conseiller. Reconnaissant par rapport à nous sommes merci fiers d'être à vous conseillers. tous les deux d'être venus. Hervé, vous qui avez laissé vos étudiants le temps d'un après-midi pour venir partager votre savoir avec nous. Nathalie, vous êtes revenue du lycée Leclerc très fatiguée. Vous avez délaissé cette fatigue, abandonné monsieur et les enfants pour venir partager votre expérience en tant que conseiller d'orientation. Mesdames et messieurs, merci à vous d'être restés jusqu'à cette heure scotchés sur 7 News. Ne zappez surtout pas. Dans moins de 7 minutes exactement, la belle, la talentueuse Carole Tepa, qui a bénéficié d'ailleurs des conseils d'un conseiller d'orientation pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, grande présentatrice télé au Cameroun et en Afrique au sud du Sahara. Elle vous servira l'unique journal tout info du paysage médiatique camerounais à partir de 19h. Quant à moi, je serai des vôtres encore lundi, je l'espère, pour vous servir une autre édition de Comprendre. Bonsoir.